Comment un film a-t-il pu rendre le nazisme désirable? Pour comprendre, un retour en arrière s'impose. Au début des années 1930, l'Allemagne traverse une période de crise profonde. Crise économique, instabilité politique, peur du déclassement, tension sociale. Le pays est fragilisé. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Très vite, le régime nazi comprend que pour contrôler durablement une population, il ne suffit pas de contrôler les institutions. Il faut aussi contrôler ce que les gens voient, ce qu'ils entendent et la manière dont ils se représentent le pouvoir. La propagande devient un outil central du pouvoir. Elle passe par les discours, les affiches, la radio, la presse, mais aussi par le cinéma. Un des exemples qui illustre parfaitement la propagande au cinéma, c'est Le Triomphe de la volonté, réalisé par Leni Riefenstahl. Le film est tourné autour du congrès nazi de Nuremberg de 1934. Officiellement, il documente un événement politique, mais en réalité, il le transforme en spectacle. Tout est pensé pour produire une impression de puissance. Les foules, les drapeaux, les décors, les déplacements, les discours, les cadrages. Le film ne montre pas seulement le régime nazi, il le met en scène comme un pouvoir organisé, massif, presque inévitable. Et c'est là que le cinéma devient un outil idéologique. Pas seulement parce qu'il montre une idéologie, mais parce qu'il la rend visible, impressionnante et émotionnelle. Le premier mécanisme, c'est la monumentalité. Les espaces sont immenses, les lignes sont verticales, les corps sont minuscules face au décor. Tout est fait pour donner une impression de grandeur. L'image dit au spectateur, ce pouvoir dépasse l'individu. Le deuxième mécanisme, c'est la foule. Dans le film, la foule n'est presque jamais montrée comme un ensemble de personnes différentes. Elle devient un bloc, un corps collectif, une masse alignée, ordonnée, qui donne l'impression que tout un peuple avance dans la même direction. Le troisième mécanisme, c'est la place du chef. Hitler est placé au centre du récit visuel. Les cadrages, les contre-plongées et le montage dirigent le regard vers lui. Il n'est pas présenté comme un homme politique parmi tant d'autres, mais comme la figure autour de laquelle tout semble s'organiser. Et le quatrième mécanisme, c'est l'émotion. Le film associe des images de foule, des symboles, du rythme, des regards, des gestes. Le but n'est pas simplement d'expliquer une idéologie. Le but, c'est de la faire ressentir. De produire une forme d'adhésion par l'image. C'est ce qui rend ce type de cinéma dangereux. Il ne cherche pas seulement à convaincre par des arguments. Il construit une sensation de puissance, d'unité et d'évidence. Mais une image ne montre jamais tout. Dans Le Triomphe de la volonté, ce que l'on voit, c'est l'ordre, la force, la foule, la mise en scène d'un pouvoir total. Mais ce que le film laisse hors champ est tout aussi important. Il ne montre pas la violence politique, il ne montre pas la répression, il ne montre pas l'exclusion, il ne montre pas l'antisémitisme au cœur de l'idéologie nazie. Il ne montre pas non plus les mécanismes de peur, de contrainte et de domination qui rendent possible cette image d'unité. C'est ça, le danger d'un récit visuel parfaitement construit. Il peut donner l'impression d'une réalité complète, alors qu'il n'en montre qu'une version choisie, cadrée et orientée. Le problème n'est donc pas seulement ce que l'image montre, le problème, c'est aussi ce qu'elle nous empêche de voir. Aujourd'hui, les images ne circulent plus seulement dans les salles de cinéma. Elles circulent sur les réseaux sociaux, dans les films d'actualité, les stories, les vidéos courtes et les chaînes d'information. Les formes ont changé, mais la question reste la même. Quand une image devient virale, quand une vidéo résume un conflit, quand une mise en scène politique est pensée pour être partagée, il faut toujours se demander qui cadre l'image et ce qu'elle laisse volontairement hors champ.